enfin l'équipe héliotrope ce soir, Mathieu et Louise. Et c'est ça, je vous souhaite une bonne soirée. Information technique, on vous demande de garder vos masques. Quand vous prenez une gorgée, vous le baissez, vous prenez une gorgée et vous le remettez, s'il vous plaît. Et puis, c'est à peu près tout. À part naturellement pour ceux qui sont assis à discuter et qui nous avons écoutés. Ils ont cette liberté de pouvoir respirer librement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci. C'est ça. Merci. C'est bon, je peux y aller. Alors, bonsoir, bonne fin d'après-midi à tous. Je me présente, Marie-André Lamontagne. J'aurai le plaisir donc d'animer cette conversation littéraire qui promet d'être fort stimulante et fort riche au jugé du sujet et au jugé des œuvres des livres qui sont convoqués. D'abord, merci à la librairie du Square de nous accueillir pour ce 4e jalon, cette 4e étape d'un programme de rencontres conçu pour marquer le 15e anniversaire des éditions Héliotrope. D'abord, bravo, n'est-ce pas, aux éditions Héliotrope, incarnées d'admirable façon par Florence Noyer et Olga Duhamel, et par leur équipe de collaborateurs aussi, et par un catalogue qui témoigne d'un engagement fort à l'endroit de la littérature contemporaine, et puis de l'édition de manière générale libre et indépendante, pour reprendre les termes d'Héliotrope. Alors ce programme de rencontres s'échelonne d'octobre à novembre. Il prévoit 7 rencontres sous le titre général et même, je dirais, programmatique. À quoi ça sert la littérature, n'est-ce pas? Vaste question. C'est beaucoup mieux qu'un colloque, d'ailleurs, se poser la question dans ce cadre-là, dans une librairie. Et les rencontres précédentes ont chacune ajouté une sous-question. Donc, et ce soir, nous ajouterons notre pierre à l'édifice. Donc, par exemple, à rien, point d'interrogation, ça c'était le 2 octobre, un peu impertinent, mais il y a un fond vrai. À broyer du noir, ça c'était le 9 octobre. À brouiller les cartes, point d'interrogation toujours, parce que la réponse ne va jamais de soi. Et ça, c'était le 14 octobre. À fuir ou à voyager, ça, c'était le 28 octobre. Et puis, chaque fois, dans des librairies différentes, et avec des écrivains différents, hommes ou femmes, on l'aura compris, des auteurs donc, du catalogue Héliotrope. Et ce soir, nous poserons la question, à quoi ça sert la littérature? Sous-question, à comprendre? Point d'interrogation. Donc, une autrice et un auteur qui y répondent déjà, d'une certaine façon, par leur livre, vont échanger sur ce thème qui sera en fait un point de départ ouvrant sur l'imprévu de la conversation et des livres. Alors, la formule, vous la connaissez, je la rappelle quand même, nous allons discuter une petite heure, après quoi, vous du public, vous serez, tiens, je vois qu'on m'apporte du livre, à boire, et merci. Après quoi, vous du public serez invités à vous joindre à la conversation par vos questions. Et puis après, les livres prolongeront l'échange et vous pourrez faire dédicacer le vôtre si par malheur pour vous, vous n'aviez pas déjà un exemplaire des ouvrages dont nous parlerons ce soir. Et donc, je vous présente les 2 invités de ce soir, ainsi que leur livre, celui de leur livre, parce qu'ils ont publié plusieurs livres qui va retenir notre attention. Louise Dupré. Louise Dupré, vous êtes poète et romancière, auteur d'essais aussi. Vous avez publié une vingtaine de titres, dont en poésie le magnifique, lucide et douloureux Plus haut que les flammes. Je le cite toujours parce que je trouve ce recueil, pour moi, ce livre, c'est pas un recueil, c'est un livre, j'allais dire indépassable. Non, tout peut être dépassé, mais en tout cas très significatif dans votre œuvre, qui du reste vient d'être adapté au cinéma, c'est-à-dire il y a un mois, en ces temps pandémiques, le temps évidemment est compté de différentes façons. Et puis aussi l'album multicolore aux éditions Héliotrope, puis d'autres titres. Et ce soir, ce qui nous retient, c'est votre dernier roman, Théo à jamais, paru en 2020 chez Héliotrope. Mathieu Leroux. Mathieu Leroux, vous êtes comédien, danseur et metteur en scène. Vous êtes l'auteur de 3 livres, dont le roman Avec un poignard, paru en 2020 chez Héliotrope, et c'est celui qui nous intéresse ce soir.
Vous avez vu peut-être sur les cartons d'invitation, sur la communication que Martine Delvaux aurait dû, en tout cas c'était prévu qu'elle soit avec nous. Malheureusement, pour des raisons personnelles, elle ne peut pas être là. Je vais quand même juste vous montrer son livre, Pompière et Pyromane, qui aurait été tout naturellement intégré à la conversation et qu'on va peut-être au passage, je me ferai peut-être le porte-parole, ou en tout cas pas le porte-parole, ce serait trop dire, mais enfin l'écho de ce livre pour nourrir la réflexion ce soir. Et je rappelle que la conversation et la forme que nous voulons, n'est-ce pas, donner à cet échange, vous êtes d'accord, et pas la juxtaposition de points de vue ou d'entrevues. Alors n'hésitez pas à mêler tout ça, ça sera joyeux, et puis à intervenir chaque fois que vous en avez envie. Le tout, évidemment, dans le respect de chacun, mais je n'ai aucun doute. Alors, Louise Dupré, je propose de commencer avec vous, car à la lettre, dans votre roman, se pose la question de comprendre l'incompréhensible. Je vais résumer l'intrigue pour ceux qui n'auraient pas lu. Béatrice Hubert est monteuse de films. Elle travaille, je consulte mes notes pour être sûre de ne pas oublier, parce qu'un raccourci, c'est toujours injuste. Elle travaille au montage d'un documentaire sur les tueries de masse, quand elle est appelée un jour par la police de la Floride, où son mari était allé donner une conférence et où son fils l'avait rejoint. Le père et le fils sont à l'hôpital, entre la vie et la mort, et on aura compris que la violence des armes à feu est un élément central du roman, dont je ne dis pas plus, évidemment, pour préserver l'intrigue. Alors, première question, au sujet des tueries aux États-Unis, votre personnage lit les journaux, elle s'informe, elle regarde la télé, mais, dit-elle, je cite, « ce savoir ne m'aidait pas à comprendre ». Vous voyez la question de la compréhension. Fin de la citation. Quel autre savoir permettrait peut-être de comprendre un phénomène aussi incompréhensible qu'une tuerie de masse ou que la violence des armes à feu? Je pense que pour Béatrice Hubert, je me mets à sa place, je me mets à la place du personnage, qui n'est pas moi évidemment. Le fait d'être plongé en pleine expérience, parce que c'est son beau-fils qui a essayé Alors, qui a essayé de. Qui a essayé de. Alors, ça fait toute la différence. Je crois qu'on peut regarder les journaux, on peut s'abreuver à la littérature, on peut lire, on peut voir des faits, mais quand on les vit soi-même, c'est très différent. Parce que le savoir et la connaissance intime sont deux éléments extrêmement différents à mon avis. Et c'est quand ils viennent à nous, quand on se sent personnellement concerné, que là, il y a un déclic qui se fait. Et ça, on le voit, même quand on étudie chez les enfants, chez les adolescents, on voit que c'est ça aussi. Pendant un certain temps, tant que ça reste des mots, ils ne comprennent pas ou ils le voient, disons, de façon abstraite, mais quand on est capable de rattacher ces mots-là à une expérience, à quelque chose qu'ils ressentent, là, ça change. Et c'est comme si les mots entraient dans le corps de la personne, qu'ils rencontraient le corps. Et ça, je crois que les comédiens le comprennent bien. Et en ce sens-là, c'est ce qui arrive à Béatrice. Toute cette violence-là qu'elle a vue, qui était détachée d'elle, tout à coup, en vient à l'habiter personnellement et à rencontrer sa propre douleur. Oui, mais donc, c'est toute la différence du monde, si je vous suis bien, entre un savoir théorique et un savoir pratique qui naît de l'expérience. Oui. Et un savoir intellectuel, puis un savoir émotif. Intellectualisé même. Oui. Intellectualisé, puisqu'un documentaire sur la violence, c'est une démarche intellectuelle. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais donc, je renoue avec la question générale de ce soir. Du coup, de quelle nature est le savoir qu'apporte la littérature, qui apporte bel et bien un savoir? Je pense que vous le concevez. Ben,
C'est une très belle question. Je le conçois, mais je le conçois dans une pratique. Et je le conçois chaque fois que je m'assois à ma table de travail, parce que même si je sais des choses intellectuellement, le fait d'avoir à les écrire, à mettre en scène presque des personnages qui vont vivre ces faits-là, fait en sorte que je me les approprie et que moi-même, j'arrive à les comprendre ou à essayer de les comprendre. Parce que Béatrice n'est pas sûre de comprendre. Elle essaie constamment de comprendre. Et le savoir, la connaissance est toujours déçue. Finalement, elle se demande pourquoi Théo a fait ça. Qu'est-ce qui pouvait l'amener à faire ça? Et peut-être que c'est ça, dans le fond, ce que fait un écrivain, c'est d'essayer de comprendre mieux, mais tout en sachant qu'il ne comprendra pas et qu'un autre écrivain va recommencer à monter la pierre et puis la pierre va redescendre et puis, enfin, on recommence toujours. J'aurais envie de dire heureusement qu'il ne comprendra pas. Heureusement. Heureusement. Que Oui. le réel n'est pas épuisé, ne peut jamais être épuisé. Ouais. On aura l'occasion d'y revenir. Mathieu Leroux, votre roman avec un poignard, là aussi je résume sommairement l'intrigue, raconte l'histoire d'une colère, celle d'un fils devenu un homme envers son père, qui connaît les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Celle de ce fils, mais il n'est pas en colère à cause de cette maladie, il est en colère à cause de l'histoire familiale. Celle de ce fils devenu homme envers lui-même, je pense que la colère est aussi dirigée contre lui, car il se cherche encore, manifestement, en multipliant les amants, les rencontres fugitives et anonymes, alors qu'il fuit lui aussi, comme a fui son père toute sa vie. Mais le fils, lui, fuit à Las Vegas, sur les traces d'un ancien amoureux parce qu'il est quitté autant qu'il quitte, je pense qu'on peut dire ça. Et plus tard, il sera à Berlin, toujours dans le roman, mais le mal-être, lui, continue. Donc, question. À Las Vegas, ville kitschissime, au milieu du désert, donc pas à Las Vegas, mais au milieu du désert, le narrateur se fait souvent dire, mais à Las Vegas aussi, qu'il n'a pas l'air d'être du coin. Il n'a pas le look des gens d'ici. Et cela, même s'il fréquente différents milieux, quels que soient les milieux où il va, ça revient comme une remarque générale. C'est un avantage pour observer? Ah oui, je pense que oui. Ne pas être tout à fait dedans? Oui, c'est une position presque jouissive. Je pense qu'il y a un truc presque... il se permet par moment d'être presque un détective, je pense, dans sa tête, là, se sentant... il sait qu'il est très visible parce qu'il détonne, forcément, comme je disais, par le look, mais son attitude générale aussi. Et le narrateur n'appartient pas aux États-Unis et Las Vegas est profondément états-unienne, je pense, dans multiples concepts. Fait que oui, je pense que ça lui permet d'avoir cette position très confortable d'attirer des gens, parce que ça paraît que c'est un outsider, mais aussi dans cette posture très confortable du détective où il peut juste observer et horriblement prendre de l'information des gens et du territoire. Oui, observer donc l'extérieur, mais est-ce que cette position-là n'est pas aussi un avantage, ce décalage, on va dire, n'est-il pas aussi un avantage pour essayer de se comprendre soi narrateur? Je pense que oui, je pense que c'est la chance de se déplacer sur un territoire qui n'est pas le sien et d'être en espèce de zone... il y a toujours cette espèce d'illusion en voyageant, en étant dans un lieu très très longtemps, je pense, pas un voyage touristique d'une semaine. Dans son cas, il est là 3 mois. Et puis je pense qu'il y a toujours l'espèce d'illusion de se dire est-ce que être un nouveau soi, et je pense que la possibilité du voyage fait ça, est-ce que c'est possible d'être quelqu'un d'autre? Et je pense que Las Vegas lui permet ça, en fait, de nourrir l'illusion de peut-être être quelqu'un d'autre et de cette façon-là d'absorber un maximum d'informations. Ouais, vous avez dit tout à l'heure Las Vegas, moi j'ai dit kitschissime, vous avez dit c'est très états-unien, les Américains, mais Boston aussi, New York aussi. Bien sûr. Alors, pourquoi Las Vegas? Je pense qu'elle est dans tous ces clichés. Bien sûr, tous ces clichés que l'on peut se faire des États-Unis, dans cette idée du fast-food, du bling un peu vide, du côté kitsch, bien sûr, de l'architecture un peu ratée. On s'entend, toutes les villes des États-Unis ne rentrent pas dans cette description-là. Mais je pense que
Vegas est excitante pour ça, en fait, parce qu'elle répond à une série de clichés qu'on aime bien avoir sur les États-Unis, en fait. Et à ce point de clichés, peut-être qu'on veut s'y intéresser, parce que c'est tellement énorme, tellement rutilant, tellement... Je pense que ça, la posture est claire. Je pense que c'est un truc qui m'intéressait. J'y ai séjourné pour de vrai pendant 3 mois. Fait que je pense qu'il y a un truc qui m'intéressait beaucoup, me disant... je serai cette espèce d'imposteur qui pourra observer et juger un peu la ville. Hein. Je pense que ça me faisait vraiment plaisir d'y aller. Donc juger, pas seulement comprendre. Non, je pense qu'il y avait une envie. Je pense que j'y allais un peu pour ça aussi, me disant quelle ville horrible. Et je me disais, ce sera horrible pour moi d'y être aussi longtemps, mais en même temps, allons-y, passons au travers le parcours. Mais finalement, je l'ai adoré et je l'ai trouvé excessivement attirant à cause de son côté kitsch et de tous ces clichés, ultimement. Et de l'envie de gratter ces clichés-là, puis réaliser qu'il y a aussi du vrai à Las Vegas. Il y a des vrais humains qui y habitent. Là. Il faut dire, on précise tout de suite que le narrateur ne descend pas au même hôtel que Céline Dion. Non, et mon Dieu, pas du tout. Il est à la périphérie et dans d'autres milieux, mais il va aussi dans ces grands hôtels parce qu'il fréquente différents milieux, puis les hasards des rencontres font en sorte qu'il se retrouve là aussi, qui est aussi un royaume du kitsch, même dans l'opulence, n'est-ce pas? Bien sûr, absolument. Ouais. Est-ce qu'on pourrait résumer, sans rien forcer, là, les tentatives de compréhension à l'œuvre dans vos romans respectifs, comprendre un geste violent, donc un geste, chez vous, Louise Dupré, comprendre une ville de la démesure, Las Vegas, et comprendre l'énigme d'un père, je le mets quand même au même plan, c'est-à-dire avec la même intensité, la même volonté de compréhension. Puis, on va, en ce qui concerne Martine Delvaux, comprendre en fait l'absence d'avenir et ce qu'elle engendre, parce que toute la question, évidemment, de la planète qui brûle, c'est la grande, c'est plus que, c'est pas une métaphore, là, c'est la réalité qui est le point de départ de son essai. Donc, comprendre l'absence d'avenir, comment on en vient là. Est-ce que je force un peu la note en essayant de vous réunir dans de trouver le point d'ancrage de vos compréhensions respectives, de vos volontés de compréhension? Oh non, moi je trouve que c'est très juste, en fait. Et j'aime beaucoup le fait, je trouve important, puis je pense que peu de gens l'ont fait, pour les gens qui l'ont lu ou qui ont envie de décortiquer avec un poignard, que pour moi, effectivement, le père, en termes de mots, je pense que le père bénéficie de très peu de pages dans le projet complet, mais ultimement, il est pour moi exactement au même plan que Las Vegas. Las Vegas devient cette espèce de porte ou de tunnel gigantesque pour tenter de fouiller cette relation père-fils. Vous avez dit, sans mauvais jeu de mots, puis je vous donne la parole, décortiquer avec un poignard, en effet. Effectivement. En effet, au propre et au figuré. Oui. Je dirais que ce qui relie les 3 textes, c'est qu'il s'agit de comprendre le monde actuel. Ce sont 3 textes qui n'auraient pas pu être écrits il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Ce sont 3 textes du monde à la fois passionnant et barbare dans lequel on vit. Monde violent, marqué par la violence qu'on regarde, et chez la violence à l'endroit de l'être humain contre sa propre espèce, on pourrait dire, se faisant l'écho du livre de Martine Delvaux. La violence est-elle une composante de l'être humain, jamais dominée finalement, malgré les balises éthiques, morales et tout ce qu'on voudra y mettre? Pour moi, oui. Et je crois que donc jamais dominée, c'est-à-dire qu'on essaie de la dominer, mais elle revient. Plus on essaie de la dominer, plus elle revient. De toute façon, l'histoire de l'humanité le montre. Et actuellement, l'histoire le montre de façon, disons, plus terrible peut-être, parce qu'on est plus informé. Mais, et avec moins d'espoir encore, je pense au livre de Martine Delvaux, je pense à Théo, à la détresse des adolescents. Je pense à ces villes-là parce que, bon, je suis déjà allée à Las Vegas et moi, j'ai adoré vos descriptions de Las Vegas, que je trouve très, très, très subtil et exact. Et donc, cette façon dont on traite l'urbanité actuellement, si on regarde des villes en comparaison de vieilles villes européennes, ben on voit que la barbarie de notre civilisation, la violence, et on dirait que
Ben, je pense que l'être humain n'a pas appris. Et malgré l'intelligence qu'on est supposé avoir acquise au cours des millénaires, on se rend compte qu'on est au même point qu'on était il y a des milliers, des millions d'années. Au même point. Je pense que oui. Oui, oui. La différence entre l'être humain en 2021 et l'être humain des cavernes, je crois qu'il n'y en a pas. On parle de la violence. La violence, c'est... En tout cas, je ne sais pas ce que Mathieu en pense. Oui, Mathieu Leroux, c'est un atavisme à ce point. Il y a quand même des lois, il y a quand même... Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Louise, en fait. Oui, je pense que nous sommes profondément violents et je pense qu'on s'est créé des systèmes qui le sont aussi, hein, on s'entend. Et malgré ces milliers d'années d'évolution, j'ai l'impression qu'on répète souvent des behaviors, des cycles, des patterns qui reviennent constamment. Et c'est peut-être ça qu'on tente de faire. Pour revenir à la question du comprendre, c'est peut-être ça qu'on tente de faire aussi, je ne sais pas s'il y a le désir de la maîtriser, mais du moins de la comprendre, cette violence, en tout cas, que l'on porte à différentes échelles, pour différentes raisons aussi, bien sûr. Oui. Mais l'art n'aurait aucune fonction civilisatrice, essayons un peu d'être optimiste. L'art n'aurait aucune fonction civilisatrice. Après tout, l'homme des cavernes aussi peignait ses parois, et au moins il ne tapait pas sur son voisin quand il peignait les parois. On peut l'imaginer. Pendant qu'il tapait, il ne tapait pas sur son voisin, mais après, on n'en sait rien. Je pense que, oui, avec tout l'art qu'on a, n'a pas empêché la Deuxième Grande Guerre, n'empêche pas les génocides, n'empêche pas la violence quotidienne, n'empêche pas les féminicides, n'empêche rien. Alors, c'est ça qui est incroyable, mais en même temps, heureusement qu'on a l'art pour essayer de comprendre et de mieux vivre, parce que sinon, on serait dans un état de détresse incroyable. Ouais. Peut-être que pour plusieurs d'entre nous aussi, c'est une façon de la canaliser, en fait, cette violence. Oui. Je me dis, moi, sans l'art en général, là, je pense que j'aurais été quelqu'un... J'étais un adolescent très, très tourmenté, très, très violent, en fait, et je pense que l'art, que ce soit le théâtre, la littérature, la danse, m'ont vraiment aidé, je pense, à canaliser tout ça, et en fait, et à tenter d'être un humain assez décent, en fait, ultimement. Du moins, j'espère, mais... oui, j'ose espérer. Oui, j'ose espérer que l'art a une fonction salvatrice, et peut-être que c'est une réponse à multiples sortes de violences que l'on porte. Mais qui serait intrinsèque. Bien sûr. Toujours intrinsèque. Louise Dupré, votre personnage, Béatrice Hubert, se demande, page 67, comment, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, comment éviter la détresse à nos enfants. Et elle rejoint en cela certaines préoccupations de Martine Delvaux à l'endroit de la génération de sa fille, parce que ce livre s'adresse à sa fille. Comprendre les responsabilités de soi, de chacun, est-il voué à demeurer une démarche après coup, après le fait violent, après la violence? Tout à fait. Je pense que... Hélas. Hélas. D'ailleurs, Béatrice dit, on ne s'est peut-être pas assez préoccupé de Théo au jour le jour. Est-ce qu'on voit la détresse au jour le jour? C'est une bonne question. Et est-ce qu'on... Peut-être qu'aujourd'hui, on est plus porté parce qu'on en parle davantage. Et depuis la pandémie, on se rend compte que les jeunes vivent beaucoup de détresse. Mais Béatrice se rend compte que son père et elle, son mari et elle, n'ont pas vu la détresse de Théo. Mais on ne voit pas toujours la détresse chez nos enfants. Et le fils aussi se rappelle sa propre détresse comme un poignard. Alors, on est... Là, c'est un adulte, mais il a déjà vécu tout ça aussi. Et la narratrice, en tout cas, justement, se reproche, se dit pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu sur le moment, pourquoi est-ce que c'est toujours après qu'on le voit. Mais quand de nos proches vivent une détresse,
très souvent, on ne le voit pas non plus, Il y a un même si point ce ne sont aveugle. pas des enfants. Ouais, il y a un point aveugle. Oui, parce qu'il faut-il encore que l'autre veuille nous montrer sa détresse et la laisser voir. Et on est, face à notre propre détresse, on est très pudique. On a une pudeur. C'est très rare qu'on laisse voir sa détresse. D'ailleurs, quand on nous demande comment ça va, on s'attend à ce qu'on réponde « ça va bien ». Si on répond « ça va pas du tout », là, on sent qu'on déstabilise d'autres personnes. Alors, voilà. Donc, dans Théo à jamais, c'est ce qui se produit aussi. Oui. Oh, j'allais juste dire, ce que je trouve intéressant, c'est est-ce que Béatrice est apte à le voir de toute façon en fonction de ce que Théo dévoile de lui-même aussi, puis pour un adolescent, un jeune homme, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont même pas claires pour un jeune homme en devenir, en train de comprendre ses propres schèmes ou ce qui se passe dans sa tête ou son corps. Fait que, je pense il y a peut-être ça pour Béatrice aussi, de respecter le cheminement. Après coup, il y a un choc, évidemment, mais il y a peut-être l'envie de respecter où ce jeune homme en est à ce moment-là avec sa noirceur, appelons-la comme ça. Mais détresse aussi chez le jeune homme, le narrateur jeune homme par rapport à son père. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, encore une fois sans forcer le rapprochement, que vos deux livres, vos deux romans signent, j'allais dire, là je deviens pessimiste tout à coup, l'échec des relations familiales dans tous les cas, en tout cas ses limites, très certainement. Effectivement, en tout cas, dans mon roman, jusqu'à un certain point, mais pas avec la fille, Elsa. Alors, avec le fils, oui, dans cette situation-là. Mais, ce qui m'a surprise, et dans le roman, l'essai de Martine Delvaux, c'est la relation mère-fille et la proximité qu'il y a entre les deux. Alors que dans nos deux romans à nous, c'est pas ça. Il n'y a pas de proximité. Non, il y a une distance. Il y a une distance. Il y a de l'incompréhension. Bon, la question, est-ce que c'est parce qu'on a affaire à deux fils avec les parents? Dans le cas de Martine Delvaux, c'est une fille. Point d'interrogation, je n'ai pas de réponse. Je pense que ça dépend aussi des individus. Bien sûr. Je trouve que c'est une question, tu sais, est-ce que c'est un constat d'échec par rapport à la structure familiale? Tu sais, je me dis... Les relations familiales. Oui. Parce que la structure peut varier, mais bien sûr. Les relations familiales. Quelle bonne question. Mais tu sais, je pense qu'il y a plein de gens qui diraient non, non, non. Tu sais, il y en a des familles qui fonctionnent bien. La mienne a eu un parcours difficile et tourmenté, mais oui, j'ose espérer que... Je pense que j'ai plein d'amis qui diraient « Ah, mon Dieu, chez nous, c'est très sain. Le dialogue est bon, on se respecte beaucoup. » Je pense pas que toutes les familles s'entre-déchirent, du moins. J'espère que non, mais peut-être qu'il y a un constat d'échec dans nos deux projets, bien sûr. Mais... Ou en tout cas, les limites sont marquées. Oui. Les limites Ça, des oui. relations. L'amour, et pourtant Martine Delvaux, toujours elle, décidément, elle hante cette rencontre. L'amour est très important. Mais l'amour, dans vos deux romans, ne résout pas tout. Non? L'amour n'est pas toujours suffisant. Ouais. Et ça, c'est la mère de Kevin qui a fait l'attentat de masse à Columbine, qui l'a dit « l'amour ne suffit pas » en parlant de son fils. Et il y a beaucoup terrible, de ces enfants-là qui ont été aimés. Là. C'est pas parce que c'est des enfants qui ont été délaissés, laissés pour compte, mais l'amour n'a pas suffi. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est un échec, tu me permets? Bien sûr. Est-ce que c'est un échec de la relation familiale? Peut-être pas non plus. Je pense que c'est pas parce qu'à un moment donné, quelqu'un dans une famille ne fonctionne pas que toute la famille doit être mise en question. Est-ce que... Je sais pas, il n'y a pas de réponse dans le roman, et puis il n'y a pas de réponse non plus. Non, puis le fils dans le poignard, le dit à un moment donné, mais ces mots-là, je t'aime, c'est pas assez. Il y a comme, ça prend des gestes, des actions qui vont avec ces mots-là. Ça reste que des mots parfois. Alors, donc, non, l'amour, parfois, c'est juste pas assez. Mathieu Leroux, justement, votre personnage au sujet de Sabrina, sa coloc à Las Vegas, dira, je cite, « Cette manière de prendre goulûment, en trônant avec fierté sur sa minuscule richesse,
peu importe de quoi celle-ci est constituée, contribue à nourrir le mythe Vegas. Parce qu'il y a aussi des considérations analytiques dans votre, sociologiques dans votre roman. Et vous ajoutez, là c'était moi qui parlais, mais vous ajoutez, il y a aussi chez elle quelque chose de profondément salaud que je trouve stimulant, que je reconnais. Fin de la citation, page 92. Dans quelle mesure un écrivain doit-il pouvoir se reconnaître dans les sujets qu'il traite, dès lors que son but est peut-être de comprendre? Quelle de bonne question. Mais on réfléchit, on a bien sûr. Non, j'aime beaucoup ça, en fait. Je trouve ça super stimulant. J'en viens à cette idée, Sabrina, la coloc est la porte d'entrée principale, si l'on veut, à Las Vegas. Il va rester avec elle pendant presque l'entièreté de tout le voyage. Et même chose, je pense qu'il y avait cette envie, lorsqu'il rentre dans la maison de Sabrina pour la première fois, de juger ou de condamner cette femme, sa maison, la ville qui vient prendre lui aussi. Et je pense que tranquillement, à force d'habiter avec elle, il y a des parties d'elle qu'il trouve absolument dégoûtantes, pas de doute. Mais il réalise aussi, je pense qu'il fait la même chose avec la ville et avec elle. Il en retire la substance au maximum et s'assoit sur son petit butin, lui aussi, disant « J'ai récupéré tout ça de la ville et j'en fais quelque chose ». De la même manière que cette femme qui abuse du système au complet, vraiment, fait la même chose. Sa richesse est minuscule, c'est pas une vraie richesse, ou c'est une richesse de toc, en fait. Bien sûr. Hustle, on dit aux États-Unis. Et c'est vraiment... She was a hustler. C'est vraiment le meilleur terme. Et je pense qu'il réalise que lui aussi, finalement, n'est pas pur du tout, n'est pas cet homme avec des envies très nobles qui venait voyager à Las Vegas pour l'observer. Il réalise qu'il y a un truc qui est aussi vil, sinon plus qu'elle, en fait. Donc le salaud, il est là. Exact. Je pense qu'ultimement, il est beaucoup plus salaud qu'elle a pu l'être. Ouais. Et donc, là, vous me parlez du narrateur. Moi, je vous pose la question de l'écrivain par rapport à ces sujets. Donc, est-ce que l'écrivain doit se reconnaître, en tout cas en partie, même de manière ténue, dans ces sujets pour pouvoir les traiter avec toute la sensibilité puis la pénétration? Je sais, j'ai l'impression, en fait, à force d'observer... Même si on aime la posture d'être étranger à un sujet ou à une situation, je pense qu'à force de l'observer très, 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 très longtemps, à un moment donné, il y a des liens, je pense, qui se tissent entre qui observe et la substance qui est observée. Pas si on observe la situation, peu importe ce qu'elle est, pendant 3-4 jours, mais je pense que si on est dans un milieu très très longtemps... Si on s'imprègne. Oui, et il y a des trucs qui se transforment en nous, notre regard n'est plus du tout la même sur ce qu'on est en train d'observer non plus. Fait que peut-être qu'on fonctionne par une espèce d'étrange osmose éventuellement avec son sujet. Ça se peut, moi j'y allais en espérant avoir cette posture d'étrangeté et d'étranger tout le long, mais j'ai finalement fait partie d'une communauté, moi aussi. Vous avez été happé. Absolument, absolument. Ouais. Louise Dupré, la question de la distance, la mise à distance du sujet. Bien, il y a nécessairement une mise à distance parce que c'est pas un roman autobiographique, évidemment. Alors, mais l'élément qui fait en sorte qu'on a envie d'aller vers ce sujet, est-ce qu'il n'est pas de l'ordre de la reconnaissance d'une partie de soi-même? Bien sûr, oui. Bien sûr. Et autour de moi, j'ai connu des adolescents difficiles, j'ai connu des adolescents problématiques, j'ai connu des parents qui avaient des problèmes et qui étaient très malheureux avec leurs enfants. Et évidemment, l'écrivain, c'est quelqu'un c'est un pilleur, n'est-ce pas, qui pille tout ce qu'il voit pour faire de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il sent même, du matériau. Alors, j'ai beaucoup lu aussi, il faut dire, et je me suis comme accaparée ces lectures-là. Et c'est devenu...
jusqu'à un certain point, je suis devenue pendant un certain temps Béatrice. Et cet enfant-là, ça a été réellement mon enfant. C'était presque inévitable de toute façon, sinon le roman aurait été condamné à demeurer à la Tout à surface. fait. à la Tout à surface. fait, oui. Donc il y a une plongée forcément de chacun d'entre vous dans votre sujet et dans la part de vous-même qui pourrait vous, même de manière ténue, vous rattacher à ce sujet. Oui. Et il y a une empathie qui, Bakhtin, je ne veux pas sortir des textes théoriques ce soir, mais il disait qu'il y avait une empathie qui chez le romancier. Et il faut qu'on soit empathique et qu'on se mette à la place qu'on devienne le narrateur et qu'on essaie de comprendre. Et c'est ça qui est intéressant dans le roman. Moi, je n'ai pas le goût de rester uniquement dans mon petit moi. Je veux aller explorer. Explorer jusqu'où, ça c'est une autre question et c'est une question à se poser présentement, particulièrement. Pourquoi explorer jusqu'où? C'est-à-dire, il a été question d'appropriation culturelle, appropriation de l'histoire des autres et tout. Alors, jusqu'où est-ce qu'on explore? Mais l'écrivain comme tel est quelqu'un qui fait son miel de tout, même des chardons autour de lui. Oui, et puis depuis tout à l'heure qu'on regarde les choses du point de vue de Sirius et qu'on parle de l'espèce humaine et de l'humanité, il doit bien y avoir quelque chose d'universel, non? Que l'écrivain pourrait tenter de débusquer par le roman, notamment par la fiction. Oui. Et l'écrivain est aussi une personne qui souffre, une personne qui aime, une personne qui a une famille, une personne qui est capable qui a un autre en lui, et puis c'est cet autre-là qui me questionne toujours quand il écrit. Et plusieurs autres, peut-être, aussi. Oui. Et donc, on voit bien qu'on est loin. La question ne se pose plus en termes d'autobiographie ou non. Non, pas du tout. On est au-delà de ça. Exactement. On est dans l'empathie ou dans la compréhension. Oui. Toujours la compréhension. Oui. On revient à la compréhension. J'aimerais qu'on revienne à l'amour. On en a parlé tout à l'heure. L'amour violent, et je m'adresse un peu à vous, dans son intensité, dans son expression. Puis il y a aussi de l'amour violent dans votre roman. Est-il encore de l'amour? Décidément. Ah, wow! J'ai envie de dire oui. Après, est-ce que c'est un amour qui est sain s'il est à ce point violent? Ben là ça c'est une sous-question, je pense, mais ben oui, je présume qu'on peut être... je pense qu'on peut aimer violemment ou être violent en amour. Là, oui, je pense que c'est possible. Mais est-ce que c'est une bonne chose? J'en doute fort. Mais je ne demande pas si c'est une bonne chose ou mauvaise. Est-ce que c'est encore de l'amour? C'est quoi l'amour? Ouais, c'est quoi l'amour? Quelle bonne sous-question aussi. C'est parce que je pense pour aller très loin, fait que si je reviens mettons, au personnage de Poignard, oui, je pense que c'est un homme qui aime absolument, d'une étrange de façon, mais ça reste de l'amour, même s'il est excessivement violent. Oui. Je me lance à cette réponse. Louise Dupré, qu'est-ce que l'amour? Répondez. Combien d'heures est-ce qu'on 10 bonnes minutes. Dans le cadre de mon roman, je vais être modeste. Oui. Alors, l'amour, il y a l'amour dans le couple. Béatrice et Karl sont amoureux l'un de l'autre. Ils ont élevé 2 enfants. Les 2 enfants, ce ne sont pas ceux de Béatrice, mais elle les aime comme si c'était ses enfants. Et elle aime donc Théo. On sent que Théo était son préféré. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais Théo, c'était son préféré et c'est celui qui va la rejeter dans le fond. Parce qu'on ne sait pas quoi, c'est tout à coup des problèmes surgissent, il est en détresse et il fait des reproches à sa famille et puis il leur lance c'est de la haine, en tout cas, il leur retourne de la haine. Et là, tout bascule. Est-ce qu'on peut aimer
une personne qui nous hait, ça c'est une autre question. Et comment se sentent les parents qui ont des enfants qui les haïssent pendant un certain temps ou qui sont très agressifs contre eux? Est-ce qu'on peut les aimer quand même? Est-ce que l'amour parental est inconditionnel? Et je pense que c'est peut-être la différence entre l'amour parental et les autres formes d'amour. Entre parents et enfants, il y a quand même un pacte à vie. Et ce sont toutes des questions que je ne prétendais pas solutionner dans le cadre de ce roman-là, mais qui sont là et qui dorment. Et je pense que c'est à chaque lecteur et à chaque lectrice de voir ce qu'il veut en faire. Je dirais que Béatrice va se réconcilier avec Théo. Elle va réapprendre à l'aimer. Elle va lui pardonner. Elle va lui pardonner. Alors que Carl, lui, va toujours aimer Théo. Même si Théo a essayé on ne le dira pas ce soir, il va continuer à l'aimer, mais je soupçonne que chez Carl, la culpabilité est tellement grande qu'il ne se permettra pas de l'haïr. Alors, la culpabilité, c'est un grand moteur de l'amour aussi. On pourrait en discuter, faire une autre table ronde là-dessus. Non, mais prolongeons. La culpabilité, un moteur de l'amour. Oui, je pense. Je pense que pour Carl, il serait impossible de dire qu'il abandonne, parce que cesser d'aimer, c'est abandonner d'une certaine façon. Et le narrateur, comme un poignard, se sent comme abandonné par son père aussi. Pour Carl, Carl n'abandonnera pas Théo, alors que Béatrice, pour elle, à un moment donné, la situation, la coupe est pleine. Mais elle dit, je ne suis pas la mère biologique de Théo. Sans autre question, est-ce que le fait d'être parent biologique ou non change quelque chose? Je ne réponds pas non plus dans le roman. Je suis incapable de le dire. Je pense que c'est du cas par cas. Et c'est un roman, c'est une famille, alors que c'est pas une étude sociologique. Bien sûr que non. Évidemment. Et heureusement, parce qu'on voit, vous écoutez la complexité, l'enchevêtrement des fils là, dans ce roman de je sais pas quoi, 250 pages, mettons, à peu près. Donc, ça veut dire que le roman peut dire beaucoup, j'allais dire en peu de mots. En tout cas, le roman pose beaucoup de questions en 240 ou 50 pages. Et je dirais la même chose pour le roman. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mathieu Leroux, est-ce que le père du narrateur a cessé de l'aimer? Ah non, je pense pas. Je pense que le père est un homme qui n'aime pas bien, en tout cas selon ce que le fils aimerait, pas de doute. Après, peut-être que le père pense qu'il aime très très bien. Je pense que le narrateur est très conscient que le père a fait ce qu'il a pu avec les outils qu'il avait. Et oui, non, je pense qu'il n'y a pas de doute que le père aime son fils, mais on revient à ce commentaire tantôt, mais l'amour que ce fils reçoit n'était pas suffisant, en tout cas, aurait voulu plus. Mais oui, je pense qu'il n'y a pas... Pour moi, c'est clair, en tout cas, qu'il n'y a pas de haine. Surtout comme on joue un peu... l'homosexualité fait partie du récit. Puis je pense que c'est une réponse, c'est une clé qu'on veut très, très facilement aussi avec les pères de ma génération. Évidemment, ça n'a pas connecté. Là, j'y vais directement avec mon vécu, mon père, mais beaucoup de gens veulent expliquer la non-relation ou cet amour si petit, selon moi, à cause de ça, et pourtant, c'est absolument pas une clé. Mon père, là-dedans, m'a accueilli au bout et ça n'a jamais été... C'était pas un homme homophobe du tout. Là-dedans, l'homosexualité. Exact. La non-relation n'existait pas. C'était pas un des paramètres de la non-relation. Depuis le début de notre échange, j'ai l'impression qu'on va du petit au grand, du point de vue de Sirius au point de vue très circonscrit de chaque roman qui ouvre
chacun de vos romans sur des gouffres de sens, de signification, de réflexion. On le voit à vos airs perplexes, en tout cas modestes par rapport aux questions soulevées. Là, j'aimerais qu'on reprenne du champ, un peu de recul, pour vous demander que pèse la littérature à côté de ces enjeux qui sont au cœur de l'être humain, voire de l'espèce, la dignité, la civilisation contre la barbarie, la survie dans une perspective écologique, la survie de l'espèce. Que pèse la littérature à côté de ces questions immenses? J'ai envie de dire si peu, mais beaucoup en même temps. Oui, si on veut donner une espèce... Si on essaie de la placer sur une échelle de valeur, ben peu probablement, pour revenir à un des thèmes tantôt, à la violence du monde, aux erreurs que l'on fait. Si peu, mais en même temps, je pense qu'elle... Beaucoup parce qu'elle tente de trouver des éléments de réponse, peut-être la littérature avec le grand L, et de multiples éléments de réponse, parce qu'on est des centaines de milliers à tenter de trouver des réponses. Donc c'est une démarche de compréhension, de tentative de compréhension. J'aimerais penser que oui. En tout cas, peut-être que la littérature sert à prendre un peu la mesure aussi de la complexité de ce monde qui nous entoure et de ces systèmes imposants qui nous entourent. C'est pour ça que je dis si peu, mais en même temps, pour moi, tellement beaucoup, mais étant comme auteur que comme lecteur, hein, je pense que les romans des autres, les textes des autres, les essais des autres m'ont aidé, moi, à prendre la mesure du monde et à trouver certains éléments de réponse qui étaient satisfaisants dans le moment, en tout cas. Louise Dupré. Je vais revenir au tout petit. Après avoir publié ce roman-là, j'ai eu plusieurs témoignages d'hommes sur la relation avec leur fils. Et des hommes que je connaissais bien, dont j'aurais jamais soupçonné qu'il y avait eu des problèmes père-fils. Et je me suis dit, si la littérature sert à nommer, c'est déjà énorme, parce qu'on est dans une culture où on ne nous permet pas de parler. C'est-à-dire, on parle, il y a tout un langage, une langue de bois, même dans les rapports humains les plus sentis, là. Et il y a une sorte de barrière qu'on ne franchit pas. Et dans des lettres, des mots que j'ai reçus, je me suis rendu compte qu'il y a des hommes de mes amis que je ne connaissais pas ou que je connaissais mal. Et je me suis dit, si la littérature permet justement de mettre des mots sur la réalité, d'entrer vraiment en relation, parce que j'ai une impression d'entrer en relation pour la première fois avec eux, c'est énorme. Et une société sans littérature, sans art, c'est une société morte, à mon avis. Et c'est pour cette raison-là que c'est tellement, tellement, tellement important. Donc elle pèse beaucoup. Oui, elle pèse énormément. Avec ses moyens, mais elle pèse beaucoup. On va aller vers le public dans un instant. Une question, parce que je suis sûre que vous avez des interrogations ou des commentaires ou... vous ne pouvez pas ne pas avoir été stimulé par ces propos. Le roman de Mathieu Leroux raconte l'histoire d'un effacement aussi. Hein? On n'en a pas parlé, là, mais celui des polaroïdes qui ne laisse aucune image, même si le narrateur a beau s'acharner, vérifier, il n'y a pas d'impression. Et puis l'effacement du père et du fils qui se ressemblent trop aussi. De façon générale, vous deux, jusqu'où s'effacer devant la vie pour tenter de la comprendre en l'écrivant? Jusqu'où vous effacez-vous? Tantôt, je parlais de la part de vous-même que vous pouviez solliciter dans le réel, mais là, jusqu'où vous effacez-vous pour l'écrire, ce réel? Oui, je suis partie des polaroids. C'est étrange, mais je pense que, en fait,
tu sais, je suis très honnête aussi. On dirait que j'ose pas, là, mais tu sais, je suis très très honnête sur à quel point Poignard est inspiré là, la première moitié du roman est très très collée donc sur cette relation père-fils qui est la mienne. Donc, je pense qu'au début, il n'y a pas d'effacement, en fait, de Mathieu Leroux, l'auteur, et ce narrateur hypothétique. Puis je pense qu'éventuellement, dans le processus, et curieusement, c'est par la disparition et de la mémoire du père et de ces fameuses images qui ne s'inscrivent pas dans son voyage, que Mathieu Leroux, l'auteur, a pu s'effacer absolument. S'effacer absolument. Et émerger par le même mouvement. En fait, le narrateur a pu émerger entièrement, puis que moi, j'ai pu m'amuser à disparaître, en fait. Et là, tout d'un coup, à tisser des liens dans un univers qui devenait de plus en plus fictionnel, parce que c'était un des challenges. Je veux dire, évidemment que la violence et l'obsession étaient deux thèmes très importants, sont deux thèmes très importants dans le roman. Fait que je me disais, jusqu'où je peux aller, et si c'est très clair avec le lecteur, la lectrice, que le pacte est clair que c'est Mathieu Leroux qui a écrit l'histoire de sa vie et de son père, il y a une année où je pourrais plus aller dans la violence parce qu'on va comme faire, mais ça c'est inacceptable de la part d'un être humain avec qui on va prendre un verre de vin. Fait qu'au fur et à mesure où la tête du père disparaît et où le voyage du narrateur laisse de moins en moins de traces, c'est là où la violence devenait très jouissive à écrire parce que je pouvais tomber dans un univers fictionnel et c'est là où le poignard, un petit punch, devient bien important en fait. Je n'ai pas de poignard, je n'entraîne pas avec moi, je tiens à le dire tout de suite. On a vu tout à l'heure qu'on était loin de l'autofiction, en dépit des apparences parfois. Fait que c'est ce qui me faisait plaisir en fait de dire juste à quel point je peux me mettre à brouiller les pistes en fait, et quand est-ce qu'on tombe vraiment dans l'écriture qui devient du roman, et on n'est plus absolument pas dans un récit autobiographique, même si les pulsions premières l'étaient. Fait que je pense que la disparition, l'effacement ont permis, en fait, à l'écrivain Mathieu Leroux, peu importe qui est cette personne, de trouver sa place dans l'espace fictionnel. C'est un beau paradoxe. Oui, je sais. Louise Dupré, l'effacement. Je me demande si je m'efface ou non. Je pense que je me multiplie. Que quand j'étais enfant, j'avais des amis imaginaires et je vivais dans la fiction. Et j'ai l'impression que je retrouve cette capacité de fiction-là que j'avais enfant quand j'écris. Mais il y a aussi chez moi un côté qui est, non pas l'effacement, mais le retour d'une mémoire. Par exemple, dans ce roman-là, ce que j'aborde rarement, c'est que, le père s'appelle Karl Glackmayer et le grand-père s'appelle Friedrich Glackmayer. Bon, j'ai un arrière-grand-père qui s'appelle Friedrich Glackmayer et qui a immigré au Québec d'Allemagne. Alors, c'est l'occasion de fantasmer sur cette famille-là que j'ai peu connue et sur une langue que je ne parle pas, qu'on ne parle plus dans la famille, mais dont il reste certaines bribes si on va gratter un fantomatique. Petit peu. Oui, c'est ça. C'est interroger les fantômes et s'ouvrir à une mémoire qui est une mémoire fictive, mais qui nous travaille de l'intérieur. L'autre en soi ou les autres en soi, tous les autres en soi, ce sont des fantômes qui nous habitent. Et moi, j'adore les fantômes. Et je vis avec mes fantômes dans la fiction romanesque. Tout ça est passionnant. Tout ça est passionnant. Alors, je me tourne vers le public. Questions, commentaires, bas les masques, allez. Il y a un spécialiste des fantômes, là Vincent. Oui, qu'il se manifeste. Ou qu'il se taise à jamais. Qu'il se taise à jamais, oui. Alors, question, oui. Mais ça serait plus pour Mathieu, mais j'imagine que ça peut, je sais pas si ça peut comme prêter à les formes autobiographiques et tout, mais justement, qui n'en est pas une. Je me demandais comment vous viviez, mettons, la trahison de soi-même ou des relations qu'on peut connaître et qu'on transpose à l'écrit pour après s'en détacher, donc de ne pas rester collé sur le réel. C'est un peu une trahison envers soi.
ou les autres, puis comment on parvient à se faire basculer dans la fiction, en fait. Comme de partir des éléments concrets, puis de se dire, non, maintenant, je transgresse complètement ce pacte-là. Je pense que c'est un truc qui devient de plus en plus clair pour moi, là, à force d'écrire, parce que le premier roman, Dans la cage, qui a été publié chez Le Trop en 2013, je pense qu'il y avait ce désir d'être le plus près possible d'une certaine réalité ou d'une réalité qui était la mienne à l'époque. Ouais, je sais pas, par envie de pureté, parce que la vérité comptait donc beaucoup pour moi à cette époque-là. Puis c'était un peu le challenge avec celui-là de faire, en fait, pas que j'en ai plus rien à foutre, c'est pas vrai, parce que la situation de base, forcément, comme je le disais, est vraiment inspirée de mon vécu, de ce père, de ce fameux père. Mais là, c'était un des challenges dans l'écriture de dire quand est-ce que je peux me mettre à briser ces codes-là et à pervertir la vérité, en fait, et d'en faire vraiment de la littérature. Il n'y avait plus à être respectueux, en fait, de ce vécu, de cette histoire. Puis ça, c'est vraiment un truc qui est venu, pour la nommer, Catherine Mavrikakis, qui fait partie de notre entourage. Et du catalogue des livres. Exact. Oui. Et ça, c'est une discussion. Dans la cage, à la base, la première version, c'était travailler à la maîtrise. Catherine était ma directrice. Puis quand j'ai eu fini, puis que j'ai déposé le mémoire, elle a dit, mais quelle est la suite? Puis ça, il y a un projet en train d'émerger. C'était celui-là. Je pense que c'est un texte entier sur le père, alors que dans le premier roman, il n'existe pas du tout. Et j'ai dit, je ne sais pas si je suis capable de l'écrire parce que j'ai peur d'être très violent par rapport à mon père et je pense qu'il ne méritait pas cette violence-là, en fait, même si j'aurais plein d'autres reproches à lui faire. Et Catherine m'a vraiment dit, tu sais, c'est pas le temps de se soucier de ça, en fait, tu sais, prenez le temps de l'écrire, puis quand il sera prêt, là, ce sera le temps de tomber dans une deuxième version, de rentrer avec la direction littéraire, etc. Et là, d'en faire un objet qui est tout autre, mais vous souciez pas d'être respectueux de ça pour l'instant. Puis ça a vraiment été une grande clé où j'ai fait, ben oui, effectivement, tant qu'il est dans mon ordinateur avec moi, ça dérange personne et je peux tout me permettre. Et la fiction est devenue en fait de plus en plus excitante parce que mon père s'effaçait. Ce roman-là s'est commencé alors que mon père avait encore toute sa tête, mais plus le projet avançait, plus mon père... L'Alzheimer, c'était long avant que ce soit même nommé, bien que ça me semblait évident, mais personne ne voulait en parler. Je viens d'une famille où on ne parle pas. Alors, fait que c'est tranquillement, au fur et à mesure où l'homme s'effaçait, ben, ça devenait de plus en plus facile, en fait, de prendre ses libertés et d'être de moins en moins en colère, en fait, parce que ce roman ne s'est pas écrit du tout. Bien qu'il traite de colère, ne s'est pas écrit dans la colère du tout. Et pour finir, je m'excuse, c'est une longue réponse, mais pour finir... Et je pense qu'il y a ça aussi fait que peut-être de se permettre de tricher avec les règles, de réaliser que la vérité vaut ce qu'elle vaut, en fait, en littérature, puis on peut s'amuser à partir du moment où on rentre dans un processus d'écriture, de toute façon, la vérité ne vaut plus vraiment grand-chose, parce qu'on coupe, parce qu'on merge, en bon français, des événements qui n'étaient pas reliés ensemble, mais mon Dieu que ça fonctionne bien ensemble littérairement, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient dans le processus, qui questionne l'écriture, qui fait « Ah, ça c'est pas très bien écrit ». Fait qu'à force de réécrire, à un moment donné, la vérité est plus là, et la seule vérité qui reste, c'est le livre en bout de ligne. C'est ça, j'allais dire, parce qu'il y a une autre vérité qui est recherchée, là, bien sûr, qui est celle de l'œuvre. Exact. Et pour moi, elle ne vaut pas plus ou pas moins que la vraie vérité. De toute façon, la vraie vérité est tellement subjective, c'est ça. On peut tous raconter cette soirée demain à des amis et on n'aura pas du tout la même grille de lecture ou le même point d'entrée sur la soirée, donc elle appartient à tout le monde. Et la vérité du réel n'est pas toujours vraie. Exact. Question, oui, Lise Gaudin. Moi, ce que j'ai aimé du roman de Louise, c'est que c'est une recherche et que justement, on lit pas ce roman pour comprendre, c'est une recherche de compréhension, mais la narratrice s'arrête au seuil de l'incompréhensible. Elle ne cherche pas à réduire la texture du livre, ou en tout cas, je pense que c'est un livre qui pose des questions, et c'est un livre qui, au bout du compte, ne sert pas à comprendre, mais surtout à ne pas juger. Et qui nous amène à circonscrire la complexité d'une réalité et la difficulté de vivre avec ça, de gérer tout ça.
c'est toujours une tentative de comprendre. C'est tout le sujet du livre. Mais elle s'arrête avant d'expliquer vraiment. C'est pas vraiment expliqué et donc ça reste une recherche et ça montre bien qu'on ne peut pas régler les choses une fois pour toutes et qu'il faut justement être attentif à l'autre. Et c'est cette attention-là à laquelle on participe à travers le livre. Bien, merci infiniment. C'est effectivement ça que je voulais atteindre en écrivant le livre. Je n'ai pas voulu faire un roman psychologique. Et pendant que je l'écrivais, il y a des amis qui me disaient « Mais est-ce qu'on va avoir le point de vue de Théo? » Et je disais « Non, on n'aura pas le point de vue de Théo. » On n'aura pas le point de vue de Théo parce que je ne voulais pas qu'on explique Théo. On ne sait pas pourquoi Théo a un comportement comme celui-là. Et ce serait devenu de la psychologie. Et moi, je veux rester en deçà de la psychologie, justement pour qu'on pose les questions. En fait, mon approche est plus près de la psychanalyse que de la psychologie. C'est-à-dire que... Et la psychanalyse, c'est de la philosophie que de la psychologie, parce que les comportements humains sont très difficiles à exprimer, oui, mais à expliquer aussi. Et quand on est face à l'autre, on ne sait jamais pourquoi. Pourquoi est arrivée telle chose? Et on ne sait même pas, nous, pourquoi on fait certaines choses aussi par moment. Alors, et on est obligé de vivre avec ces questions-là. Donc, c'est le livre des questions et non pas le livre des réponses. Oui, les deux même, en même temps. Alors, en fait, dans l'ordre et dans le désordre. C'est plus un commentaire parce que ça fait suite à ce que Lise disait. En fait, je me posais la question depuis le début sur cette compréhension de la violence. Le rôle du non-dit, du non-verbal, parce qu'en fait, au début de la conversation, on l'a bien mentionné, bon, on intellectualise d'abord cette violence-là, on essaie de la comprendre par les informations qu'on a, les médias, tout ça. Quand on écrit, on la vit, on tente d'entrer dans un personnage. Mais la violence est éminemment physique, donc le rôle du non-dit, du non-verbal pendant l'écriture, mais c'est ça, ta réponse, ce que tu viens de dire, répond partiellement à ce que... Oui. C'est-à-dire qu'il y a le non-verbal pour moi, et effectivement, dans la famille, il y a le non-verbal, puis dans l'écriture, j'essayais de laisser de l'implicite, c'est-à-dire de ne pas tout expliquer. Il faut dire que je suis aussi une lectrice impatiente. Quand j'ai l'impression qu'on me surligne au crayon jaune, ce qu'il faut que je comprenne, je n'aime pas ça. Et je me dis, les lecteurs qui me lisent sont sans doute comme ça aussi, donc je préfère les laisser interpréter les choses que de leur dire, ben voilà, là, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas, et Théo a fait ça pour cette raison. Voici l'explication. Voici l'explication. Ben, pour rebondir là-dessus, justement, c'est que je pense pas que la littérature, je pense pas que la fiction est là pour résoudre quoi que ce soit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on en arrive justement à ouvrir aux questions. Et c'est là que se déploie, parce que la violence la plus grande, elle est dans la réalité. Elle n'est pas nécessairement dans la fiction. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que tout ce qu'on lit, des fois, c'est tellement insensé. Je parle de la réalité, des faits divers, ce qu'on appelle les faits divers. Donc, quand on arrive dans vos récits, dans vos romans, le fait d'ouvrir justement à ces énigmes-là non résolues, mais c'est là justement que ça donne de l'espace au lecteur pour pouvoir aller plus loin justement. Et donner même de l'espace comme à un Théo, de dire « Ah, ok, c'est comme si on le voyait, on l'imaginait, mais sans le juger. » Le rapport au glissement, où on s'en va dans le non-jugement, dans l'espace du texte, est pour moi très riche de sens. Voilà. Commentaire? Non? Oui? C'est difficile d'ajouter quoi que ce soit après des commentaires comme ceux-là, peut-être que... Des lectures fines, hein? Oui. On voit qu'on vous a lu attentivement. C'est très touchant. Ouais. Questions, commentaires, réactions?
Alors, on va s'arrêter provisoirement là. Le prochain rendez-vous pour les 15 ans d'Héliotrope, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait tout un programme, donc c'est le 6 novembre à la librairie Pantoute à Québec. Et là, à quoi ça sert la littérature? Sous question, à résister, point d'interrogation. Et ici à Montréal, le 18 novembre, à la livrerie. Et ça c'est rue Ontario. Et donc, ce sera le point d'orgue de l'ensemble de l'ensemble du programme. Et la question, donc, à quoi ça sert la littérature? À exister. Point d'interrogation. Là, je l'ai dit sur le ton affirmatif, sur le ton interrogatif. Mais j'étais dans la foulée de ce que vous avez dit ce soir. J'ai bien compris que ça sert aussi à exister. Alors, peut-être qu'il y a un début de réponse ce soir en germe dans la question qui sera posée le 18 novembre. Bien, je vous remercie tous d'avoir été là. Je remercie le public qui nous écoute aussi, qui nous regarde, et les lecteurs, les lectrices un peu partout, la librairie, les filles d'Héliotrope. Continuez. Merci, Marie-André. Continuez. Oui, merci beaucoup, Marie-André.